Dans cette deuxième partie du lancement du livre La Genèse du réel en novembre 1988, Bernard de Montréal répond aux questions du public et de Richard Glenn sur des concepts clés abordés dans le livre. Bernard de Montréal explique que lorsqu'il parle de l'âme, il se réfère à l'énergie qui entoure son noyau, appelé périsprit. Il précise que l'âme n'est pas parfaitement développée et qu'elle doit être transmutée au fil de l'évolution. L'âme est une énergie de mémoire, mais elle ne doit pas avoir d'autres parties d'énergie autour d'elle, car cela fait partie de l'expérience de l'âme. Il souligne également que l'âme est la contrepartie psychique de l'esprit et fait partie de la composition psychique de l'homme pour lui donner une présence de conscience. Cependant, pour que l'esprit et l'âme fusionnent et qu'il y ait une harmonie et un équilibre total entre l'homme et son esprit, il faut que l'âme soit libérée de son périsprit, c'est-à-dire de sa mémoire. Bernard de Montréal explique également que la pensée, telle qu'elle est habituellement vécue, est une nuisance et fait partie de l'involution. Cependant, il souligne que la pensée doit évoluer et devenir télépathique, passant du stade de la subjectivité à celui de l'objectivité. Lorsque l'homme entre en fusion avec l'énergie de la lumière sur le plan mental, il n'a plus besoin de penser de manière réflexive, mais plutôt de manière créative et télépathique. Quant au mental, Bernard de Montréal le décrit comme un plan de conscience qui permet à l'homme d'évoluer dans le monde matériel, mais il ne faut pas en être totalement dépendant. Le mental doit être utilisé de manière objective et en harmonie avec l'esprit et l'âme, afin de permettre à l'homme d'accéder à une conscience universelle sans limite. Ce dialogue nous donne un aperçu des concepts clés abordés dans le livre de Bernard de Montréal et permet de mieux comprendre sa vision de l'âme, de la pensée et du mental dans le processus d'évolution spirituelle de l'homme. L'ego de l'homme est un amoncellement d'impressions et de réflexions, qui doivent être épurées pour qu'il puisse vivre dans le mental avec un ego transparent, une lentille pour le passage de la lumière. Le plan mental inférieur, structuré par les pensées humaines, est différent du plan mental supérieur, régi par les lois de l'architecture de l'esprit. Lorsque ces plans se connectent, cela crée un choc pour l'ego qui est habitué aux pensées acculturées. Le plan supramental est un monde parfait, organisé en fonction des pensées cosmiques. La fusion est le développement de la rencontre entre l'énergie de l'esprit, de l'âme et de l'ego. La formation de l'axe entre ces trois énergies est essentielle, permettant à l'ego de répondre aux besoins créatifs sur le plan matériel. Avec le temps, l'homme comprendra les mondes invisibles et aura une compréhension intégrale des mystères. Il aura une conscience allégée et créative, contrôlera la matière et vivra dans le présent de sa conscience. Cette évolution conduira à une nouvelle humanité, une race mentale, libérée du temps psychologique de l'ego. Selon l'auteur, avant que l'homme puisse créer de nouvelles formes et matérialiser celles-ci, il devra faire face à de grands bouleversements qui vont ébranler l'esprit de toute la race humaine. Cela permettra à un nouvel esprit, l'esprit de l'homme, de se manifester. Le temps, quant à lui, est considéré comme une gestion de l'énergie. Le temps est une perception psychologique, basée sur les impressions et les émotions, créant ainsi une sensation de lenteur et de lourdeur à supporter. Sur le plan éthérique, le temps existe également mais à une vélocité différente. L'énergie de l'esprit sur le plan éthérique n'est pas contrainte par la mémoire de l'âme et peut ainsi transmuter instantanément la conscience atomique. La fin des temps marque la fin d'un cycle d'involution et la prédominance des races involutives corporelles sur l'évolution de la Terre. C'est le moment où l'homme ascende vers une nouvelle corporalité et contrôle totalement le monde de la mort. C'est également l'arrêt du pouvoir des forces arimaniennes et lucifériennes sur la planète. L'auteur mentionne aussi que l'homme, ayant accès à son véhicule subtil, sera amené à vivre dans le sous-sol de la Terre pour établir sa loi et contrôler les forces élémentales. Les forces telluriques, menacées par la prise de conscience accrue de l'homme, réagiront par des troubles telluriques tels que des tremblements de terre et des changements de température. Une nouvelle élection aura lieu dans le monde invisible, où de nouvelles intelligences seront élues et le pouvoir des anciennes intelligences sera éliminé. L'homme renouera avec la source, comme avant l'arrivée des races adamiques, et les anciennes intelligences qui étaient régies par les lois de l'involution ne pourront plus faire ce qu'elles ont voulu faire pendant des milliers d'années. Cela marquera donc une révolution majeure dans le monde invisible. Dans cette interview, Bernard de Montréal aborde le concept des lois de l'involution, qui sont les lois de la mort à différents niveaux. Il explique que ces lois conduisent à la souffrance humaine, car la connaissance est basée sur le doute et la croyance. Cependant, une fois que l'homme passera à l'évolution, le doute disparaîtra et il n'aura plus besoin de croire, car il sera dans son intelligence.
L'homme perdra son égocentrisme et les forces astrales perdront leur emprise sur lui. Concernant le terme été réel, Bernard explique qu'il peut être utilisé dans différents contextes. Il explique que la pensée est été réelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise aux lois de la gravité. Il affirme que lorsque l'homme utilisera correctement sa pensée, il pourra résoudre les aspects qui l'empêchent d'utiliser ses véhicules, corps éthériques, astrales, etc. Il est indiqué que la pensée subjective est liée au plan astral, mais pour progresser, l'homme a besoin d'une pensée télépathique qui n'est pas limitée par la polarité du vrai et du faux. Une fois que l'homme aura construit son véhicule éthérique, il pourra utiliser une pensée créative qui le libérera de son corps matériel. Cela explique pourquoi on dit que l'homme sera immortel, car il pourra choisir de passer sur un autre plan lorsque sa vie sur le plan matériel sera terminée. Bernard explique également que l'évolution permettra à l'homme de devenir son propre véhicule et de ne plus être dirigé par l'astral. Elle mentionne que les lois de l'involution ont créé une sensation d'impuissance chez l'homme, mais que cela sera surmonté grâce à l'évolution. L'homme retrouvera une conscience de totalité et ne souffrira plus. En ce qui concerne le symbole de sa maison d'édition, il explique que c'est un pied de femme écrasant la tête du serpent. Ce choix symbolise la victoire de la conscience humaine sur les forces négatives de l'involution. Dans cette conversation, l'artiste français BD explique son choix de représenter un pied d'homme écrasant la tête d'un serpent. Il explique que cela symbolise la transformation de l'humanité et la fin de l'ancienne connaissance. Il ajoute que l'homme et la femme sont tous deux inclus dans ce symbole, car il considère que l'homme est à la fois l'esprit dans un corps de femme ou un corps d'homme. Il explique que cette représentation est importante car elle montre que l'homme prendra le contrôle de son évolution et écrasera les anciennes croyances qui ne sont plus utiles. Il souligne également l'importance de l'intégration des différentes sciences et de la compréhension de la science de l'esprit. Il mentionne également l'existence de l'anti-esprit, qui est lié à l'âme et crée des impressions et des illusions, et l'importance pour l'homme de devenir créateur plutôt que d'être impressionné. Il parle également des dangers de la magie noire, de la médiumnité mal comprise et de l'utilisation irresponsable de certaines énergies. Dans cette intervention publique, le conférencier met en garde contre les dangers des sectes et des mouvements collectifs pour l'individu. Il souligne que l'homme, en tant qu'être spirituel, doit préserver son individualité et ne pas se laisser dominer par une conscience collective. Il attire l'attention sur le fait qu'il existe des forces astrales puissantes derrière certaines organisations et mouvements, et que l'homme doit être vigilant et objectif pour identifier ces forces. Le conférencier affirme que nous entrons dans un cycle dangereux sur le plan psychique, surtout pour les individus naïfs et spirituels qui n'ont pas passé par leur propre initiation. Il encourage les gens à protéger leur individualité contre toute forme de domination extérieure et à se méfier des personnalités charismatiques qui utilisent leur pouvoir de manière dangereuse. Il annonce également qu'à la fin du cycle, prévu vers 2070, il y aura un contact officiel entre l'homme et d'autres civilisations, ce qui conduira à l'établissement d'une religion universelle sur Terre. Cependant, il souligne que toute intervention externe doit être équilibrée par une autre énergie, et que l'homme devra descendre suffisamment d'énergie sur Terre pour établir un lien avec l'éther et créer une régence planétaire. Le conférencier mentionne également le phénomène des extraterrestres, qui est inévitable, mais qui peut aussi être problématique s'il n'est pas géré avec prudence. Il conclut en rappelant aux individus sensibles et en quête de conscience qu'ils sont responsables de leur propre évolution. Dans cet extrait d'une entrevue, il est affirmé que les extraterrestres ne sont pas nécessairement plus évolués que les humains en termes de conscience, mais qu'ils ont une plus grande avance en science. Ils ont été programmés pour étudier et comprendre la matière, ce qui leur a permis de développer des technologies immatérielles. Cependant, les humains ont le potentiel de conquérir l'espace et de développer une conscience éthérique supérieure. L'homme nouveau sera un être doté d'une intelligence cosmique, capable de comprendre les lois des mondes invisibles. Il ouvrira le nouveau temps et créera de nouvelles structures architecturales adaptées à son mental et à sa conscience cellulaire. Il sera capable de voyager à travers les plans de tous les temps et sera gouverné par aucun système politique cosmique. Les prophéties et les présages de catastrophes imminentes sont rejetés, et il est souligné que l'univers est représentatif de l'impossible plutôt que du possible. Le livre se termine par un chapitre sur le Christ mondial, qui pourrait être différent des attentes traditionnelles du Messie. Dans cette conversation, Bernard de Montréal et l'intervieweur discutent de la signification des symboles ésotériques et occultes. Bernard affirme que l'homme doit être libre des symboles pour véritablement comprendre leur essence.
Il soutient que l'énergie de la conscience humaine sur Terre sera le produit de l'actualisation de sa propre vitalité. Le Christ mondial est utilisé comme un concept symbolique d'une conscience créative libre du connu, qui est une agrégation de conscience unifiée dans le mouvement créatif de l'énergie cosmique. Il explique que le concept du Messie est nécessaire pour donner de l'espoir aux masses humaines, mais que lorsque l'homme sera dans sa force, il réalisera que lui-même est partie prenante du tout. Bernard affirme que la conscience créative mettra en relief et transformera les aspects négatifs de la Terre au fil du temps. Il souligne que l'homme doit prendre sa place et ne pas laisser les symboles ou l'histoire du symbole occuper une place centrale dans son mental. Il critique également le fait d'être fasciné par les messies et soutient que chaque individu est son propre messie. Bernard éblouit l'intervieweur par la clarté et la cohérence de ses idées. Benjamin de Montmorency parle de son amour pour le public et de la création qu'il fait pour les personnes en recherche. Il souligne que les humains sont trop confiants les uns envers les autres et que l'humanité est en perte de repères dans l'ère actuelle de guerre des esprits. Il déplore le fait de voir des gens marcher et se parler sans savoir avec qui ils parlent, vivant ainsi une grande souffrance. Il estime qu'il est important de comprendre le fonctionnement psychique de l'homme et de lui donner la chance de découvrir sa propre intelligence. Il mentionne qu'au Québec, il y a beaucoup de savoir et de connaissances sur l'être humain, et que les gens doivent réaliser qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui savent des choses et qui perçoivent des choses, mais qui ne sont pas suffisamment reliées entre elles. Il affirme qu'il sera toujours accessible à travers ses paroles et qu'il répondra aux questions qui ne sont pas encore résolues. Il encourage les gens à reconstruire leur identité et leur futur en prenant le contrôle de ce qu'ils sont, des êtres de lumière faits de lumière. Il invite le public à ne plus être fasciné par les autres, mais à se regarder lui-même et à reconnaître son intelligence. Il souligne que lorsque l'homme sera habitué à se voir intelligent, cela deviendra normal et naturel, et que la science de l'esprit deviendra la connaissance de l'homme. Bernard de Montréal est salué comme un personnage intellectuellement brillant et unique. Il soutient que l'homme, malgré sa longue période d'embaumement, sera finalement capable de découvrir sa propre intelligence. On annonce qu'il continuera à donner des conférences vidéo mensuelles tout au long de l'année 2017.